Vous allez peut-être vous présenter en nous expliquant pourquoi vous êtes un nouveau média. Bon, je commence, alors je suis à côté de toi. Ophélie. Bonjour, moi je suis Ophélie Neyman, je suis journaliste dans le vin puisque je travaille pour Le Monde, qui n'est pas un nouveau média. Mais on a créé avec Antoine Gerbel, qui est un ancien de la Revue du Vin de France, une web télé qui s'appelle Tellement Soif, qui est une web télé privée et payante sur abonnement. Et à notre connaissance, il n'y en a pas d'autres. Surtout une web télé qui propose 2 vidéos par jour, que ce soit de l'actualité, des débats, des dégustations. Et elle a ce côté novateur qu'étant entièrement privée et payante, il n'y a absolument pas de publicité, ce qui permet une parole totalement libre et ce qui nous permet aussi d'être très réactifs avec les internautes, puisque ceux qui nous payent nous font vivre et donc on répond vraiment à leurs besoins sur mesure au cas par cas. Oui, donc bonjour. Donc moi, je représente l'appellation Cognac, donc 4500 vignerons, 250 marques de cognac. Et ce que je vais essayer de présenter aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas forcément nouveau en termes de communication, mais qui est en tout cas très nouveau dans la façon de faire pour l'appellation, qui va être de créer notre propre média. Donc comment les marques et comment les appellations peuvent devenir leurs propres médias en s'appuyant sur les compétences des journalistes, en faisant des partenariats avec des nouveaux médias justement, et en travaillant de façon très très différente la communication et la partie éditoriale. Voilà, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Merci. Bonjour, Luca Burey, je suis un éditeur italien. Je suis aussi l'auteur d'une guide qui s'appelle Les meilleures 99 maisons de Champagne, qui a été lancée pour la première fois dans le 2008. Dans le 2017, à juin, on a lancé un app pour iPhone et Android sur le champagne qui va remplacer la guide traditionnelle. C'est pour ça que je parle de nouveau. Plus de guide papier, mais que sur le digital en fait. Oui, le guide va se transférer complètement sur le digital. Plus de guide en papier. Très bien. Et bien Charlotte se présentera quand elle... Charlotte, tu es là ? Charlotte n'est pas là. Et alors, quels sont vos supports ? Alors, moi, c'est du web entièrement, pour ce qui est Tellement Soif. C'est de la vidéo uniquement, c'est-à-dire qu'on met toujours un titre et un petit chapeau, enfin un petit texte introductif, mais l'essentiel, c'est la vidéo. Ce sont des vidéos qui peuvent faire 1 minute 30 quand il s'agit de répondre à une question du genre quelle est la dose de soufre admise dans les vins naturels ? Voilà, ce genre de questions qu'on a. Comme ça peut être 20-25 minutes quand on a, je ne sais pas, le responsable de l'Interpro ou de l'ODG de Cahors qu'on avait interviewé, qui était vraiment passionnant. Et du coup, on peut discuter avec lui pendant 25 minutes. Donc voilà, des vidéos, on n'a pas de format préétabli sur la longueur. En revanche, évidemment, c'est que en vidéo, avec une grosse équipe, puisque c'était le principe, c'était vraiment de faire un point TV, une chaîne de télé sur le web. Donc on a toujours 2 à 3 caméras qui nous filment, de l'éclairage, du son, enfin voilà, on a, pour le coup, c'est pas de la vidéo YouTube du tout. On avait la possibilité de faire une chaîne YouTube, mais on avait plutôt envie de s'exprimer comme la télé, donc avec les moyens de la télé, qui sont des moyens importants, parce qu'on est à 20 000 € par mois à peu près de frais de fonctionnement. On a le site qui est un site construit par une boîte de prod qui a l'habitude, qui fait les web télé de Michel Onfray, de Natacha Polony, donc qui a l'habitude de faire ça, qui se déploie très bien sur le mobile. Donc on n'a pas encore fait d'appli. Peut-être qu'on fera une appli, mais pour l'instant ça marche bien sur le mobile. On a une barre de recherche à la différence d'Onfray et Polony, parce que dans le vin, on veut pouvoir faire des recherches précises sur des vins. Mais voilà, donc de la vidéo hébergée sur un site assez costaud. Du direct ? On peut avoir du direct aussi, mais on ne l'a pas encore fait. On sait que c'est possible justement par Michel Onfray qui fait souvent des directs en vidéo. Nous, on ne l'a pas encore fait parce que ça demanderait avec différentes caméras de pouvoir switcher d'une caméra sur l'autre. Il faut une régie pour faire ça. Là, ça devient encore plus compliqué, mais on peut le faire. Oui, donc... Alors nous, en ce qui concerne donc, les marques et les appellations comme médias, peut-être avant de parler des formats, rappeler que ce qui est important quand on se lance dans une stratégie de type brand content, contenu de marque, c'est de prendre toute la place légitime sur la sphère digitale. Donc bien sûr, il y a du format digital, mais on investit dans ce type de technique de com pour aussi travailler son image de marque en profondeur.
Donc selon ce qui concerne le cognac, selon les pays, on n'a pas tout à fait la même image de marque. Donc c'est très important d'investir ces techniques et ces stratégies pour travailler vraiment sur l'éditorial, prendre le temps de poser les valeurs de l'appellation, les valeurs de la catégorie. Et le but ultime, c'est vraiment d'engager des communautés extrêmement affinitaires, extrêmement intéressées par le sujet, et d'aller chercher, en ce qui nous concerne sur la France, même si les enjeux ne sont pas les mêmes sur d'autres pays, tout simplement d'élargir nos communautés de passionnés et d'amateurs. Donc en termes de format, ce qui est intéressant quand on lance un média, c'est bien sûr d'investir le digital, puisque tous ces contenus vont nous aider à rayonner, engager des communautés et être très très présents sur les réseaux sociaux de façon qualitative, sinon ça ne marche pas. Mais ce qu'on observe sur les médias de marque et d'appellation, c'est que c'est toujours mieux et plus porteur d'avoir aussi du papier, de penser au papier, de penser, alors ça peut être dans un sens, ça peut être le papier qui se décline en web, ou le web qui devient à un moment donné un book annuel, qui s'inclut dans un rapport annuel, enfin qui est repris en papier, et puis toute la partie aussi événementielle, qui est importante dans les formats, ou tout simplement de la formation, mais toute la dimension live. Et ensuite, on a un triptyque digital, print et événementiel live, voire même des lieux qu'on investit, des lieux dans lesquels il y a des programmations, et on travaille sur la circularisation des contenus, et on a beaucoup plus de force pour engager les communautés. Donc je dirais des formats web et issus des codes digitaux, mais aussi le travail sur le papier, le travail sur l'événementiel, et le travail sur la pédagogie, la formation et les rencontres physiques. D'accord. Et Lucas, pourquoi tu as choisi le mobile ? Alors, on a choisi le mobile. Pourquoi on croyait que le guide n'a plus beaucoup, le guide traditionnel, n'a plus beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire, ça va être très difficile. On a commencé le guide sur le champagne. Ça semble un peu étrange, mais dans le 2008, il n'y avait pas de guide en champagne. Donc, il y avait des livres, quelques livres sur le champagne, Richard Julin, quelqu'un d'autre, mais vraiment de guide, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas quelqu'un qui avait fait un travail sur sur une grande partie des maisons, des vignerons et comme ça. Dans ces 10 ans, on a visité et parlé d'à peu près 600, 700 entre maisons et vignerons. Et donc, on s'est rendu compte que le guide le guide en papier n'a plus beaucoup d'intérêt. Mais surtout, c'est très étroit. C'est-à-dire, moi, je dois commencer à préparer le guide en papier il y a 3 mois avant, 4 mois avant. La partie, je dis pour l'imprimerie, commencer à penser. Si je dois parler de quelqu'un, j'ai déjà un ménabo, je ne sais pas comment on dit en français, mais c'est déjà, je dois parler pour 15 lignes. Je ne peux pas faire 16 ou 17 ou 13, parce que sinon j'ai des problèmes avec le papier. Et si, dans le moment dans lequel je suis en train de finir tout ça, il y a quelque chose de nouveau, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas ajouter quelque chose, je ne peux pas être sur le moment, sur la réalité. Et donc, on a pensé... Alors, nous, on avait commencé, la première app, c'était avec le premier guide. Donc, dans le 2008, on avait déjà une app, mais c'était une app qui ajoutait quelque chose à la guide en papier. Il y avait quelque chose d'autre, parce que c'était possible d'avoir la localisation, il y avait des choses en plus. Mais ce n'était pas le guide. Maintenant, on avait, disons, deux envies. La première, d'aller au-delà du guide traditionnel. Et le deuxième, c'était de ne plus parler seulement aux Italiens. On parle d'Europe, mais quand on fait du papier, c'est très difficile d'amener du papier dans l'Europe. Donc, c'est beaucoup plus facile d'amener des données, des bits. Et donc, le guide est en italien et en anglais. Et comme ça, on commence à parler aussi aux autres, parce qu'on s'est rendu compte que c'est la façon meilleure. Et comment on l'utilise? Maintenant, c'est plutôt du texte. On commence à passer du guide en papier au guide digital du texte. Il y a la possibilité de faire des vidéos, mais il y a aussi des problèmes techniques, parce qu'on parle beaucoup du digital on pense que les gens ont très bons réseaux. En réalité, ils ne sont pas des très bons réseaux. Et donc, on doit faire face à ça aussi. C'est très facile de dire... Une des choses, après, c'est intéressant, une des choses qui m'a plus surpris, c'est qu'en réalité, on pense que tout le monde a des téléphones merveilleux avec le nouveau système iOS, mais ce n'est pas vrai, c'est absolument pas vrai. Et donc, on doit faire face à ces problèmes aussi. Merci beaucoup. Charlotte qui vient d'arriver, est-ce que... Lucas, voilà. Charlotte, est-ce que tu veux te présenter en... Très 2 minutes. Très rapidement, alors désolée pour le retard. Il y a eu un peu de circulation sur Paris. Donc, je m'appelle Charlotte, je suis la rédactrice en chef du site internet toutlevin.com, qui est aussi propriétaire de l'application Tagwine.
Voilà, donc je gère une équipe de 15 rédacteurs où on écrit des articles, on fait des vidéos, des accords mets et vins, des recettes de cuisine. Voilà, c'est un gros média sur le vin qui fonctionne très très bien. Voilà. Alors, tous les quatre, en une phrase, si vous pouvez répondre à cette question, quelle nouvelle réponse apportez-vous par rapport aux médias existants avant vous? Ça fait très prétentieux, en fait, d'y répondre comme ça et surtout en une phrase. Ce qui est intéressant, je crois que c'est comme on n'a pas de publicité, on peut vraiment se revendiquer indépendant. Par exemple, on est déjà attaqué par la marque Lidl parce que en grande enseigne nous a envoyé une sélection de vins à goûter pour leur foire au vin. Et parmi différentes enseignes, il y en a qu'on n'a pas du tout aimé. Et Lidl en fait partie et on a goûté les vins. Et vraiment, je le redis ici parce que j'assume, les vins qu'on a goûtés n'étaient pas bons. Et on l'a dit et ça n'a pas plu. Et donc, nous sommes de retirer la vidéo, alors qu'il n'y a pas de diffamation ni d'insulte. Juste, ce qu'on a goûté n'était pas bon, sans vouloir porter préjudice à la marque Lidl. Voilà, donc je pense qu'on apporte ça, une vraie indépendance d'esprit, qui peut peut-être nous coûter cher, mais au moins qu'elle mérite de dire quand c'est bon et quand c'est pas bon. Alors, une appellation qui veut lancer son nouveau média, ce qui est de nouveau, c'est finalement de se dire qu'on va effectivement travailler différemment avec les médias, parce qu'on ne va pas le faire tout seul. Donc c'est peut-être un peu réinventer les relations publicitaires traditionnelles et les échanges possibles sur le plan éditorial avec les médias. Et ce que je pense qu'on peut apporter en complément vraiment des médias, on reste très humble, hein, nous ne sommes pas des journalistes, c'est je pense qu'une appellation, elle est tout à fait légitime pour publier de l'information sourcée, fiable. On est en plein dans les sujets de fake news. Je pense qu'une AOC, une appellation d'origine contrôlée, elle a chez elle des données extrêmement intéressantes, des données sur la connaissance du produit, la donnée sur les process, sur les savoir-faire, sur les aspects réglementaires, sur des aspects économiques. Nous, par exemple, à l'appellation du cognac, on suit au quotidien et tous les jours toutes les exportations de cognac dans le monde. Donc on a beaucoup de data, beaucoup d'informations intéressantes pour nos publics, hein, qui ne sont pas des consommateurs, on y reviendra. Et donc je pense qu'une AOC, en tant que nouveau média, elle peut apporter cette fiabilité des infos et ce côté un peu source, et en travaillant évidemment sur l'éditorial et sur la rédaction avec des professionnels du journalisme. Alors, je n'ai pas dit, nous, on est une très petite maison d'édition, on est indépendante. Donc, ce qu'on apporte, c'est une vision indépendante du monde du champagne, que ce n'est pas si facile que ça. Et on pense que ce qu'on veut faire, on ne veut pas faire de la communication sur le champagne, mais faire de la connaissance du champagne. C'est-à-dire, donc, on part des fiches de dégustation, mais on fait aussi des articles sur des aspects techniques, sur le futur de la Champagne, sur des discussions, aussi sur des choses que on ne comprend pas, on n'est pas d'accord, mais on trouve intéressant que les gens sachent. Donc, je pense qu'on peut donner ça, une vision complètement indépendante. Alors nous, ce qu'on va apporter sur tout le vin, c'est une approche un peu décalée. Notre objectif, c'est vraiment de simplifier le monde du vin et de le rendre plus accessible auprès du grand public. Du coup, on s'intéresse pas que aux amateurs de vin, mais aussi à des gens qui se posent juste des questions, et en essayant d'expliquer les choses sous forme de vidéos un petit peu décalées, tout en respectant bien sûr la loi E20, c'est important. Et ouais, on essaye d'être objectif en tout cas. Ce qui est important pour nous, c'est de ne pas être dans la prise de parti, et plutôt d'expliquer les choses. Sur des sujets polémiques un petit peu comme les pesticides, on va expliquer pourquoi on en utilise, sans forcément prendre parti, pour que les gens en fait aient une information objective, que ce soit de la part des gens d'ailleurs, du consommateur, comme pour la filière vin. Merci. Et alors, quand on a un média comme ça et qu'on travaille si dur, il faut quand même gagner de l'argent. Donc, comment vous gagnez cet argent et sur la durée, comment vous pensez que ça va marcher ? Alors, nous, on ne gagne pas d'argent. Moi, je travaille au Monde. Antoine Gerbel travaille pour l'Obs parallèlement. Donc, ça nous permet déjà d'avoir fixe et de pouvoir lancer cette web télé. On s'est lancé il y a 6 mois. Et comme on ne fonctionne que par abonnement, évidemment, il nous faut un certain palier. Moi, je vous l'ai dit, c'est 20 000 € à peu près de frais de fonctionnement mensuels. Donc, à 5 € par mois l'abonnement, il nous faut, si vous calculez bien, à peu près 4 000 abonnés pour être à l'équilibre, 5 000 pour gagner de l'argent. Aujourd'hui, on est autour de 1 000 abonnés, donc on progresse, on n'a que 6 mois. Voilà, c'est une petite montée. On a quand même un chiffre de croissance à 2 chiffres par mois, donc on n'est pas inquiet, mais il faut un peu de temps.
Là, tu en as 150 de plus, au moins assis, plus ceux qui sont derrière. Je surveille ceux qui n'auront pas payé leur abonnement à la fin de la journée. Les chiffres ce soir. Alors donc nous, notre magazine qui va sortir en avril et qui va s'appeler donc Culture Cognac, bien il est financé par les professionnels du cognac. Donc j'ai de la chance au niveau, on va dire, de pas chercher un modèle économique très très compliqué. En revanche, on a dès le départ eu l'ambition que ce soit fait à des coûts tout à fait, je dirais, raisonnables. Et on a quand même cette notion de modèle économique à trouver, puisqu'on est quand même redevable de ce qu'on fait de l'argent de nos vignerons et de nos marques. Donc, un des axes que l'on a pris et qui est quelque chose qui est une tendance assez forte dans le brand content aujourd'hui, c'est-à-dire qu'avant, au balbutiement du brand content, dans les années 2005-2010, les entreprises achetaient du contenu, en fait, ou payaient des pigistes pour faire du contenu. C'est en train d'un petit peu évoluer. Le modèle économique, il est qu'on peut offrir à des influenceurs, à des ambassadeurs, à des experts en vin et spiritueux une vitrine, une forme de légitimité sur, par exemple, ce qui nous concerne, la culture cognac, qui peut se challenger et s'échanger contre des articles et contre la remontée de contenu intéressant. Donc on travaille avec, bien sûr, une partie payante où on va rémunérer des journalistes, etc., ou pas. D'ailleurs, il y en a qui commencent à nous proposer de le faire gratuitement pour les prochains numéros, parce qu'il y a un intérêt et parce qu'on s'engage à avoir des contenus de qualité et qui sont effectivement pas que de la com, qui sont vraiment avec une véritable envie de faire du média. Et ça rassure et ça permet d'engager des contributeurs et, sur la base d'un modèle économique qui est gagnant-gagnant pour les contributeurs et pour nous. On voit aussi une tendance très forte dans le brand content, je pense à Hiking on the Moon, qui est le média de Quechua, Decathlon, de faire travailler les collaborateurs. Donc moi, j'aimerais bien faire écrire des viticulteurs, faire écrire des marques de cognac et engager tout le monde dans cette aventure éditoriale en les accompagnant, en les aidant. Mais cette co-construction, je pense que c'est important à bien comprendre dans ce modèle économique. Et puis, respect des médias, jamais on ne se transformera jamais en régie, on ne prendra jamais de l'argent ou de la pub aux médias avec qui on travaillera. Ça, c'est une règle de base dans le brand content. Je pense que quand on est une entreprise, on ne prend pas de la ressource publicitaire. Ça doit être aussi intégré dès le départ dans la réflexion. Bien. Nous, on ne gagne pas d'argent maintenant. C'est clair. C'est-à-dire, moi, je suis un éditeur, je ne fais pas seulement ça. Je ne fais pas seulement des livres sur le vin, mais aussi de la littérature, des essais. Et donc, on cherche de comprendre un peu comment on doit se déplacer dans ce monde. C'est pas du tout facile. En Italie, c'est peut-être plus difficile aussi que dans les autres pays. La crise du livre était très grande. Le guide allait très bien, c'est-à-dire on a vendu à peu près 50 000 copies dans ces années. C'est très intéressant, c'est très de niche. On parle de champagne, on ne parle pas de vin en général. Mais on devait changer quelque chose. Donc, on est en train de voir comment faire. Le business model, c'est un business model sur les abonnements, mais pas seulement sur les abonnements. C'est-à-dire, on cherche de créer une agrégation de personnes autour du monde du champagne qui peuvent avoir différentes relations avec nous. C'est-à-dire, c'est l'abonné, c'est qui regarde simplement, parce qu'il y a une partie l'app, c'est payante, mais il y a une partie gratuite, on doit seulement s'enregistrer, mais toutes les informations sur la Champagne qu'on donne, les articles et quelques dégustations, quelques fiches de vignerons sont gratuites. Donc, on est en train de faire ça. Et si on parle du point de vue simplement économique, mais quand même, on est parti avec cette nouvelle app il y a 7 mois. Donc, c'est un peu tôt pour commencer à regarder aux chiffres. Mais si on parle de l'adoption de l'app, on est très content parce qu'on est en train de faire ça. Après, la chose importante, c'est on ne fera plus le guide sur papier, mais on fait des autres choses. C'est-à-dire, c'est le format guide que j'aime plus, que je trouve pas intéressante. Le guide, le problème, c'est que moi, je dois raconter, je dis une marque, mais ça pourrait être quelconque, je dois parler de Krug, mais tout le monde parle de Krug, ça, c'est pas intéressant. C'est qu'est-ce que je peux ajouter, moi, étant donné que si je parle d'un petit, si je parle d'un problème, si je parle de mon expérience de 10 ans, ça, c'est intéressant. Et ça, le guide ne peut plus le faire dans une certaine façon. Mais quand même, il y aura du papier à côté et il y aura un business model
qui pense à une intégration entre le papier, l'app et le web. Mais c'est à venir parce que c'est un investissement important, c'est un projet assez grand. Alors nous, pour financer le projet Tout le vin et Tagewine, on propose de la visibilité aux professionnels de la filière. Puisqu'on est un média, on peut offrir une belle visibilité aux professionnels. Mais on fait également de la création de contenu. C'est-à-dire qu'en fait, cette visibilité, elle est maîtrisée. Et avec 10 ans dans le vignoble, je me suis assez vite rendu compte que c'était très compliqué pour les viticulteurs de fournir du contenu, que ce soit ne serait-ce que des photos. Il y a très peu, il y a quelques viticulteurs qui n'ont même pas de packshot de leurs bouteilles. Et nous, on a envie que ce soit joli, surtout le vin, que les internautes, quand ils sont sur le site, ils prennent plaisir à naviguer sur nos pages. Donc on propose en fait tous ces services, les packshots, les photos. On propose de faire des vidéos, on écrit des articles, validés bien sûr par notre client. Et ensuite, mais il y a toute la partie visibilité derrière. Donc en fait, on est à la fois agence et média. Mais tous nos articles ne sont pas financés. Il y a 95% de nos articles sont des articles non financés et on a quelques articles, ils sont notés en articles sponsorisés. Donc c'est vraiment, on ment pas en fait à notre lectorat. Merci. Et est-ce que, donc, c'est des nouveaux médias, donc on est un peu dans l'ère des réseaux sociaux et donc on parle beaucoup d'interaction aujourd'hui. Puisque les médias classiques, on achetait le magazine, on le lisait et il fallait écrire ou envoyer un mail à la rédaction pour avoir une conversation. Est-ce que sur vos médias respectifs, on peut engager la conversation directement avec le média ? Qu'est-ce que vous faites de ces conversations ? Oui, heureusement. Non, ce serait quand même très triste si aujourd'hui, en 2018, les internautes ne pouvaient pas nous parler directement. Nous, on a une présence sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, où ça marche très bien, et où on peut prendre la parole en tant que média tellement soif. Et sinon, ceux qui nous envoient des mails, généralement, comment ça se traduit quand ils nous posent une question, on répond en vidéo, qui est accessible à tous les abonnés. Donc, on fait en sorte que quand il y a une question qui peut intéresser toute la communauté, on puisse y répondre pour que toute la communauté puisse y avoir accès. On vous envoie un mail et vous faites une vidéo publique ? Oui, c'est ça. D'accord. Est-ce qu'il y a des commentaires sous les vidéos Non. Comme sur YouTube ? Non, pas du tout. On n'a pas de commentaires YouTube, comme sur YouTube, parce que c'est un petit peu, pas compliqué à gérer, mais pour le coup, il y a des vidéos qui pourraient se transformer en débat, alors que nous, on préfère justement, s'il y a quelqu'un qui veut réagir à une vidéo, qu'on y réponde à nouveau en vidéo, et comme ça, tout le monde en profite, qu'il y ait une visibilité un peu meilleure. Donc tout le côté forum qui existait il y a 10-15 ans... Non, elle n'est pas présente du tout sur Tellement Soif. D'accord. Ça, c'est vraiment assumé pour le coup, c'est qu'on n'est pas un forum, on est vraiment une chaîne web télé, quoi. Donc le webzine va sortir sur nos principaux marchés, US, Chine, Angleterre, Allemagne, et on aura aussi une version française en français, parce qu'on lâche rien sur l'image de marque du cognac en France. Et en termes d'interactivité, de fait que les contenus sont repris sur nos médias sociaux, l'interactivité, elle est juste naturelle. On a imaginé là, dans la maquette, la première version, une zone de commentaires, au moins sur les articles. Qu'on modérera peut-être au début, mais l'idée, c'est quand même de laisser ça s'installer et d'être le plus libre possible quand même, parce que quand on a un feedback du public, ça permet aussi de s'améliorer et de proposer une ligne éditoriale beaucoup plus pertinente. Donc, il faut absolument laisser la voix remontante bien s'exprimer. Et puis, on a aussi imaginé, parce que le magazine, je ne l'ai pas dit, il s'adresse aux cibles, je dirais, traditionnelles de l'Interpro, qui ne sont pas forcément des cibles consommateurs, consumeurs, puisque nous, dans le cognac, ce sont vraiment les maisons qui portent le marketing et qui ont déjà elles-mêmes, d'ailleurs, des plateformes de brand content abouties. Je pense à Clos 19 ou je pense au Renard ou des choses comme ça. Donc nous, on va être sur vraiment nos cibles plutôt B2B, donc des influenceurs, des blogueurs, des experts en vin spiritueux, des gens qui sont amenés déjà à écrire et à être auteurs. Donc dans une des interactions qu'on imagine très fortement, c'est qu'ils contribuent tout simplement, qu'ils nous proposent des articles et qu'on les mette en ligne et que la communauté se serve aussi de ce média pour créer des débats et avancer sur la connaissance de la culture cognac. Et là, je rejoins complètement le projet éditorial de 99 Champagne. L'idée, c'est vraiment de partager, d'être acteur culturel. Comment l'appellation peut être acteur culturel de sa catégorie ? Directement dans la
pour le moment, il n'y a pas la possibilité d'une relation. Il y avait dans une app précédente, et je dois dire, c'était pas vraiment, ça n'a rien amené, on trouve. On est assez présent sur les médias, Facebook, Instagram surtout. En Italie, c'est très intéressant Instagram, mais c'est intéressant pour moi 2 fois, soit sur 99 Champagne, soit comme éditeur, parce que les livres, c'est la seule chose qu'on fait, et on poste les livres sur Instagram. Après, on ne les lit pas, on ne les achète pas, mais on les poste, au moins ça. Et donc, très intéressant pour ça. Notre relation, alors, dans le futur, ça changera un peu, c'est-à-dire dans une nouvelle release, il y aura une nouvelle forme de relation avec les gens qui nous suivent. Ce qu'on fait, nous, c'est par exemple, on fait des salons, et les salons sont complètement gratuits. Donc, les gens qui nous suivent sachent que tous les ans à peu près, on a un très grand salon à Rome ou à Milan, dans lequel on amène des vignerons. On a été on a fait le premier salon des vignerons bio. Pour la première fois, les vignerons bio en Champagne sont sortis de la Champagne et sont allés à l'étranger, sont venus chez nous. On l'a fait 2 fois. On a fait un autre salon d'une association de très jeunes vignerons qui sont venus chez nous. Et on est en train de faire quelque chose d'autre. C'est ça qu'on va faire pour relation maintenant, c'est-à-dire avoir une relation directe. D'autre part, on parle d'une niche. Ce n'est pas le vin, c'est le champagne. Le champagne, c'est vraiment une niche à l'intérieur du monde du vin. Bien sûr, les réseaux sociaux nous permettent d'avoir une vraie interaction avec le consommateur. C'est ça je trouve que c'est vraiment l'intérêt du réseau social, en fait. Donc nous, on est surtout sur Facebook et Twitter. Twitter, il y a plus un échange, en fait, avec les professionnels de la filière. On travaille beaucoup avec Wine Morning, qui doit être ici, qui relaie la plupart de nos articles. Facebook, en fait, nous permet effectivement, alors soit dans les commentaires, on a des questions, parce que souvent on pose la question des accords mets et vins, et donc les gens aiment bien raconter un petit peu leurs expériences et ce qu'ils aimeraient boire sur certains mets. Et après, on a beaucoup de messages privés et beaucoup de mails aussi qui viennent directement du site internet. Et le but de Tout le Vin, c'est d'y répondre assez vite pour qu'il y ait un vrai échange rapide avec le consommateur et pour pas qu'il y ait de frustration. Voilà. Merci. Alors, une dernière question. Qu'est-ce qui vous a étonné, surpris depuis le lancement et quelles ont été les difficultés, peut-être les premières difficultés? Ce qui nous a surpris, alors moi je suis surprise parce qu'effectivement quand on a une chaîne de télé sur le vin privé, on se dit que les gens qui s'abonnent sont des gens qui s'y connaissent, des passionnés vraiment qui veulent avoir des choses très pointues. Donc on avait prévu du contenu pour ça. Et les premières questions qui sont arrivées, qui nous ont été posées, concernaient des accords mets vins, quel vin pour des huîtres, comment conserver son vin une fois qu'il est ouvert, enfin des questions encore... Je ne vais pas dire très simple, mais très pratique de la vie quotidienne. Je pensais que la plupart des livres y répondaient, ou même sur Internet, je trouve qu'on a des réponses assez rapides et faciles. Et malgré tout, les internautes ont encore besoin qu'on les aide ou qu'on leur donne notre avis, qui peut être très personnel. Mais voilà, c'est des questions qui reviennent et qu'il faut essayer de traiter peut-être un peu différemment ou essayer de montrer notre point de vue plus perso, enfin, pour se détacher des réponses qui existent déjà partout sur le web. Voilà, ça m'a beaucoup étonnée. Après, j'ai l'impression qu'on est encore au tout début de notre aventure, donc j'espère avoir d'autres surprises. Bon ben nous, on est plus qu'au début, hein, puisqu'on on lance dans quelques jours. Moi, ce qui m'a le plus surpris dans le process de production, parce qu'on a quand même engrangé des contenus déjà quand même, au début, on s'était dit « Ah, ce serait bien que les influenceurs du digital nous fassent des contenus, mais bon, c'était ces gens-là pour les intéresser, il faut leur payer plein de trucs, etc. » Bon. Et puis, on en a invité certains. Alors, c'est surtout vrai chez les anglo-saxons qui sont très, très à l'aise avec les relations marque-média, enfin, et aussi les influenceurs du digital. Voilà. Et en fait, ce qui nous a surpris, c'est qu'on a eu spontanément, en fait, alors suite à des voyages à Cognac ou suite à des discussions où on leur a montré les maquettes du magazine et l'ambition qu'on avait, et on a eu déjà des propositions très spontanées de nous créer du contenu de façon totalement volontaire et très, très motivée. Donc voilà, ça, c'était un peu la surprise, c'est que chacun a envie un peu de prendre sa place sur ce débat ouvert autour du cognac et de façon gracieuse. Donc ça, c'était la bonne surprise. Disons, 2 surprises. La première, on a eu vraiment du début
beaucoup de téléchargements. On ne pensait pas aussi, surtout à l'étranger. On était un peu, comment dire, on se disait, oui, on est des Italiens, on va faire le premier guide en anglais, on va voir, parce que c'est pas évident que les gens viennent chez nous. Et on a eu beaucoup de ça, donc on était très surpris. L'autre chose que j'étais surprise, c'est que, surtout sur les gens qui nous connaissent très bien, nous disent, oui, c'est merveilleux l'app, mais vous continuez avec le papier. Et donc ça fait réfléchir quand même pour dire attention. Et ça se lie à une partie, disons, je le pensais, mais pas si tant que ça. On parle de médias digital, mais il y a digital. Mais on ne se rend vraiment pas compte que de l'autre côté, il y a des gens qui ont des téléphones de 1 000 € et ne le savent pas utiliser, avec un iOS 7, donc ça ne marche rien. Et tu le dis, mais attends, il y a la nouvelle app, oui, ouais, vraiment. Et ils ont payé pour ça. Donc tu dis, mais attends, on envoie, on a un système pour envoyer des, je ne sais pas comment on dit, vous voyez, le numéro sur les choses, je ne sais pas comment on dit ça, pour notification, pour lui dire il y a une nouvelle app. Les gens ne répondent pas. Alors il y a seulement le 5% qui s'abonnent sur le monde Android. C'est tous sur le monde iPhone qui ne déchargent pas beaucoup, qui déchargent beaucoup moins. Donc c'est des choses assez intéressantes et sur ça, on est en train de faire des analyses. Parce que l'autre chose, excusez-moi si je dis simplement, l'autre chose, c'est qu'à la base de tout ça, on a un système qui nous permet de faire des statistiques très approfondies sur ceux qui font les abonnés, pas en sachant exactement, ce sont des données agrégées, mais on sait comment ça marche. Du coup, moi, ça rejoint un petit peu ce qui a été dit. Tout le vin, c'est très digital, c'est sur le web. On mise vraiment tout sur le web parce que c'est accessible quasiment par tout le monde. Et en fait, on a eu la chance d'avoir un stand à Vinexpo il y a quelques mois. Et notre stand était très digitalisé. Et donc, du coup, on a mis en place un magazine pour que les gens puissent repartir en fait, avec ce qu'on est capable de faire et sous forme papier. Et en fait, la grande surprise, ça a été que ça a beaucoup, beaucoup plu. À tel point qu'on ressort une édition à l'occasion de Bordeaux Fête le Vin. Et je crois qu'en fait, le papier restera toujours. On a un vrai rapport en fait, au papier. Il y a quelque chose qu'on peut garder. Ça rassure peut-être. Et j'avoue qu'on ne s'était pas forcément préparé à avoir des éditions vraiment papier. Et je crois on ne sait pas qu'on fait machine arrière, au contraire, c'est que c'est très complémentaire. En fait, le papier et le digital, il y a une vraie complémentarité. Et je pense que plus on fait du digital, plus on est exigeant et sensible sur ce qu'on va faire sur le papier. Et ça oblige à être stratégique et à savoir comment on le fait. Et c'est hyper complémentaire et nécessaire, en fait. Je pense que c'est la meilleure aide pour continuer à faire du papier, le digital. Exactement. Parce que les gens se rendent compte que le digital, ça ne suffit pas. Exactement. Et ben voilà. Terminer une table ronde sur les nouveaux médias en parlant de papier, c'est quand même pas banal. Est-ce que vous avez des questions ? Merci beaucoup, on peut les applaudir.